La solidarité avec les transfusés, 10 000 d'entre eux ont été contaminés par le virus du sida. Ils attendent qu'on les aide. Le commerce va bien, mais attention, ce sont les grandes surfaces qui ramassent la mise. Enquête INSEE et colère des petits. Nouvelle affaire, de plus en plus fort, l'affaire Béguincé. La brigade financière enquête sur ce scandale qui a coûté 860 millions de francs. Deuxième procès de la Moco Cadiz à Chicago, soulagement des Bretons. Ils vont être beaucoup mieux indemnisés. Isaac Shamir à Paris, 3 jours de visite pour le Premier ministre israélien au moment où les choses bougent au Proche-Orient. Bonsoir, et tout d'abord cette bonne surprise pour les Bretons dans l'affaire de l'Amoco Cadiz. Ce pétrolier, vous savez, qui s'était échoué sur les côtes bretonnes, c'était il y a 11 ans. Eh bien, cette affaire était jugée à Chicago pour la deuxième fois. Et cette fois, les Bretons vont être beaucoup mieux indemnisés puisque le tribunal de Chicago a décidé de leur attribuer 187 millions de francs au lieu des 93 millions attribués au cours du premier procès. Alors, première réaction tout de suite, elles sont positives, bien sûr. Il s'agit des réactions des Bretons, bien sûr. Maryse Manot est au milieu d'eux. Tout à l'heure, voici les opinions qu'elle a recueillies. À l'heure où les derniers bateaux rentraient au port, le juge McGarr rendait son verdict de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour rien au monde, les pêcheurs de Port-Salle n'auraient voulu trop espérer de ce nouveau jugement. Ce n'est pas la rallonge financière obtenue aujourd'hui qui effacera la déception de l'an dernier. Les indemnités de toute façon ne sont pas jugées à la hauteur du préjudice. Oh, on ne fait pas d'illusions, hein. D'ici qu'on est obligé de piocher dans nos retraites pour le procès. Mais non, ils ont bien fait d'encaisser ce qu'on leur a proposé l'autre fois. Ben, ils étaient sûrs d'avoir quelque chose, mais non, ils n'ont rien. Est-ce qu'il va nous revenir quelque chose à nous? J'en sais rien du tout. Au Café Le Récif, les commentaires vont bon train. Les maires des communes sinistrées feront-ils appel? Dans ce cas, ce n'est pas demain qu'ils toucheront cet argent. Il ne faut pas s'attendre à ce que le versement de l'indemnité ait lieu, puisque, comme vous le savez, il y a toute chance pour que la compagnie Amoco fasse appel, ce qui veut dire que l'État français et les collectivités locales bretonnes seront entraînés dans une seconde phase de procédure, qui est donc l'appel, qui peut durer entre, disons, 6 mois et 2 ans au maximum. Oui, alors ils vont faire appel, mais alors ils vont faire appel. Qu'est-ce que ça va se passer? Ils vont nous demander 15 francs de plus par habitant par an, quoi. 15 francs par an, c'est en effet ce que chaque habitant des 90 communes victimes de la marée noire paie pour se défendre, soit 100 millions de francs en 10 ans. Si la procédure se poursuit, ils continueront à payer, davantage pour le principe que pour le gain, car si l'on tient compte des dépenses déjà engagées par l'État, 800 millions de francs, il est clair que les plaignants, État et communes, ne couvriront jamais leurs frais. Des réponses prudentes, donc. Mais écoutez maintenant Alphonse Arzel, c'est le président du syndicat des communes sinistrées. Isabelle Staes l'a rencontré il y a quelques minutes. Nous aurions aimé que l'on reconnaisse enfin l'image de marque ternie. Il faut qu'il y ait jurisprudence à ce niveau-là. Nous aurions voulu aussi des crédits pour la restauration du littoral, des programmes de développement et de repeuplement. Tout ça est resté lettre morte, alors ça nous fera réfléchir. Jamais on ne pourra réparer les dégâts qui ont été causés. Jamais. Mais il est normal que l'on obtienne des crédits pour faire des travaux qui sont indispensables pour que nous retrouvions notre stature d'avant. Mais bien sûr, on est blessé et pendant longtemps, on restera marqué. Les ravages du sida suite, c'est seulement une dizaine d'années après le début de l'épidémie qu'on commence à en mesurer les conséquences dramatiques. Cette fois, il n'est plus question de l'ampleur ou de la gravité de la maladie, cela on le connaît déjà. Non, ce soir, il est question de 10 000 personnes environ qui ont été contaminées sans le savoir au début des années 80. Il s'agit de tous ceux qui ont subi à cette époque des transfusions de sang avec du sang infecté. Ils sont en effet environ 10 000. Enfin, leur cas va être pris en compte puisque le gouvernement envisage la création d'un fonds spécial. Daniel Duigou. 5 à 15 000 personnes ont été contaminées par le virus du sida à cause d'une transfusion sanguine avant 1985 et principalement lors d'une intervention chirurgicale. Telle est aujourd'hui la terrible estimation des spécialistes. D'autant plus terrible qu'il faut ajouter les hémophiles, 1 sur 2 serait séropositif. En Europe, la plupart des gouvernements ou des compagnies d'assurance ont accepté d'indemniser les hémophiles. En France, pour l'instant, aucune décision. Il y a pourtant 4 mois, M. Evin avait évoqué la possibilité d'une indemnisation par les compagnies d'assurance, mais celles-ci avaient immédiatement réagi en s'appuyant sur le risque thérapeutique. Résultat, les hémophiles attendent toujours un geste de l'État. La colère des hémophiles séropositifs, c'est une colère
qui est d'abord qui est très personnel. Quand vous êtes contaminé par cette maladie qui est quand même assez effrayante, dans le cadre de soins dont vous avez besoin et qui sont dispensés dans le cadre d'une organisation médicale qui est quand même assez sous contrôle de l'État, eh bien c'est vraiment écrasant. Reste qu'il faut éviter que de nouvelles transfusions fassent de nouvelles victimes. Depuis août 85, tous les prélèvements subissent un contrôle biologique rigoureux, après interrogation des donneurs et après sélection des lieux de prélèvement. Toutes les unités de sang infectées ou seulement douteuses sont éliminées. Actuellement, on peut estimer qu'en moyenne, l'élimination de ces unités de sang représente de l'ordre de 5 à 6% des unités collectées. Comme il n'y a jamais en médecine 100% de garantie, les hôpitaux ont décidé d'avoir de plus en plus recours à l'autotransfusion. C'est-à-dire que le sang transfusé au malade lors d'une opération est en fait son propre sang prélevé plusieurs mois avant l'intervention. Conséquence immédiate, chaque hôpital a beaucoup moins besoin de sang provenant de donneurs anonymes. Les besoins en produits sanguins, en ce qui concerne les produits frais, c'est-à-dire l'exemple des globules rouges, notamment les concentrés érythrocytaires, les besoins sur 2 ans ont baissé d'environ de 30%. Mais il faudra toujours transfuser, notamment en cas d'urgence. Or, nouveau problème, il y a de moins en moins de donneurs. Certains ont peur en effet d'être contaminés, une peur absurde puisqu'il n'existe pour eux aucun risque et que la vie des malades dépend de leurs dons. Le commerce va bien, mais pas tous les commerçants. L'INSEE vient de rendre ses résultats pour l'année 88. Le commerce français se porte bien, c'est vrai, mais ce sont surtout les grandes surfaces qui en profitent. Pour la première fois, les Français ont plus acheté pour leur alimentation dans les hyper ou les supermarchés que chez les petits commerçants. Alors bien sûr, cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Ève Mété et Vincent Maillard ont enquêté à Saint-Brice, dans le Val d'Oise. C'est une petite commune de 12 000 habitants. Il y a quelques mois, une grande surface s'y est implantée. Reportage. Saint-Brice, dans le Val d'Oise, 12 000 habitants donc, le charme d'un village à l'ancienne, malgré la proximité de Paris. Il y a 7 mois, c'est la naissance d'une véritable ville dans le village, un hypermarché de 8 000 mètres carrés, 25 000 caddies la première semaine, 40 000 aujourd'hui. Ici, le faux filet est depuis hier en promotion à 49,90 francs le kilo. À Saint-Brice, chez Maurice Ledoux, le faux filet coûte 98 francs le kilo. Maurice Ledoux vient de mettre sa boucherie en vente. En 7 mois, il a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Je fais de la viande de très bonne qualité, que ce soit en viande en génisse du Limousin, veau fermier garanti sans hormones, agneau du centre. Et moi, les gens, ma clientèle me disait toujours, oui, n'ayez pas peur du continent, car nous continuerons à venir chez vous. Mais la plupart des gens qui m'ont dit ça, je ne les vois pas. De l'autre côté de la rue, Abdallah Timarguida a racheté une épicerie il y a 3 mois. Il regrette déjà. Le prix qu'on achète nous chez les grossistes, c'est plus cher que ce qu'ils vendent eux, ce qu'ils vendent dans les grandes surfaces. Et je ne sais pas comment on va y arriver. Nous faisons des prix, dit-on à l'hypermarché. Ils n'ont qu'à trouver autre chose pour garder leur clientèle. C'est dans le centre commercial qu'il y a le plus de trafic. Donc, aux commerçants de centre-ville, eux, de s'adapter pour justement répondre à une demande de proximité ou répondre à une demande de conseil qui émane de leur clientèle. Notre zone est une zone où, par exemple, il va se faire 50 milliards de chiffre d'affaires sur la consommation. Si le nombre d'habitants n'augmente pas, si Continent en fait 2 milliards ou 3 milliards ou 4 milliards, ça va être pris ailleurs. L'Union des commerçants de Saint-Brice a essayé par tous les moyens, en cherchant notamment à bloquer le permis de construire, de s'opposer à l'ouverture de l'hypermarché. En vain, le seul magasin d'électroménager de Saint-Brice a fermé ses portes il y a 15 jours. Après l'affaire Péchinet, après l'affaire Société Générale, voici l'affaire Béguin-C. Le président Mitterrand en avait parlé dans son intervention télévisée. La brigade financière, après la COB, la brigade financière donc va enquêter sur cette affaire, c'est officiel. Des petits actionnaires s'étaient plaints car le groupe Béguin-C avait perdu 860 millions de francs en rachetant des titres italiens Montedison. Explication, Jean-Pierre Métivé.
860 millions de francs, envolés, c'est-à-dire 86 milliards de centimes, soit 14 fois les sommes en jeu dans l'affaire Péchinet. C'est cela l'affaire Béguincet, l'histoire d'un manque à gagner gigantesque. Béguincet, groupe sucrier français, appartient à l'italien Ferruzzi. En 1987, Ferruzzi décide d'attaquer en bourse la société Montedison. Ferruzzi lance toutes ses filiales dans la bataille. Béguincet achète 7% des actions Montedison. Il lui en coûte 1 milliard 910 millions de francs. Survient le krach boursier, toutes les actions s'effondrent. C'est ce moment, décembre 87, que Béguincet choisit pour vendre les actions à une autre filiale du groupe Ferruzzi. Il ne les vend qu'un peu plus de 1 milliard de francs seulement. Manque à gagner 860 millions de francs. Les petits actionnaires de Béguincet se sentent lésés. Voici l'un d'eux qui préfère garder l'anonymat, mais qui a porté plainte auprès de la COB, entraînant l'ouverture d'une enquête en juillet 1988. C'est pas normal, vraiment, je crois. C'était donc 860 millions qui disparaissaient de la propriété des actionnaires de Béguincet, qui se retrouvaient dans le groupe Ferruzzi. Le responsable de cette mauvaise opération, l'homme qui est sur la sellette, c'est Jean-Marc Verne, le PDG de Béguincet, par ailleurs banquier et que l'on dit proche du RPR. Jean-Marc Verne est aussi administrateur du groupe Ferruzzi. Ce soir, il ne faisait aucune déclaration, mais un communiqué de Béguincet indique que tous les éléments ont été transmis à la COB et sont à la disposition des nouveaux enquêteurs, ceux de la brigade financière. Une autre affaire, l'affaire Péchinet. La justice va au pas de charge, comme semble le vouloir le garde des Sceaux et le gouvernement. Demain, le procureur de Paris, Pierre Bézard, et le juge chargé de l'affaire, Édith Boisette, tous deux se rendent en Suisse. Une étape décisive. Hervé Brusini, Dominique Thiers. Lorsqu'on lui a confié le dossier Péchinet, il n'a pas refusé, tant s'en faut. Le procureur de la République de Paris, Pierre Bézard, retrouvait ses anciennes amours, le délit financier. 8 années durant, il a siégé à la COB, la Commission des opérations de bourse. Tout récemment, des représentants de la fameuse SEC, le gendarme de la bourse américaine, étaient dans son bureau. Sur l'affaire Péchinet elle-même, ils n'ont guère été bavards, semble-t-il. Mais la justice française ne s'avoue pas vaincue, bien au contraire. Dès demain, le procureur, le juge d'instruction et le patron de la brigade financière seront en Suisse. Un déplacement en force pour obtenir des autorités helvétiques un peu plus de collaboration que d'habitude sur les affaires financières. Première étape, Berne, où Pierre Schmitt, le chef de l'entraide judiciaire internationale, dira si oui ou non la justice suisse accepte de presser le pas dans l'enquête. Et puis, ce sera Genève, le cœur du dossier Péchinet. C'est ici que siègent la plupart des établissements financiers impliqués dans l'achat des titres litigieux. Unigestion, Crédit Suisse, Socofinance, plus de 100 000 actions dont on ignore toujours les réels bénéficiaires. Tous les actes de procédure de ce dossier sont suivis ici, à la section financière du parquet de Paris. Ils sont d'ores et déjà enregistrés sur ordinateur. Bientôt, le nom d'un nouvel inculpé devrait apparaître sur cet écran. Celui de Max Terret, acheteur de plus de 32 000 titres. Mais il est souffrant, alité. 2 certificats médicaux font état du choc que procurerait une visite du juge à l'intéressé. Le magistrat Édith Boisette devrait néanmoins l'inculper de délit d'initié dans les jours qui viennent. La politique accord à Lille dans la perspective des municipales. À Lille, l'opposition se présentera unie. Le RPR Alex Türk a accepté de s'entendre avec le CDS Bruno Durieux. Et à Lille toujours, la gauche sera unie elle aussi puisqu'un accord PCPS est intervenu pour une liste menée, bien sûr, par Pierre Mauroy. Aider les handicapés dans la vie de tous les jours, c'est l'objectif du plan gouvernemental. Un plan axé sur les transports. En France, il y a, il faut le savoir, 5 millions de personnes qui souffrent d'un handicap, des non-voyants aux paralysés, des sourds aux handicapés mentaux. Eh bien, pour eux, les transports vont devenir plus faciles. Au total, un plan de 150 millions de francs. Déjà, c'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits pour que les handicapés ne soient pas des marginaux dans notre société, surtout quand ils veulent se déplacer. Regardez ce reportage de Claude Crespo et Daniel Lévy. Ils ont accompagné une jeune femme handicapée de Paris à Grenoble. J'ai faim. C'est peut-être ce formidable appétit qui caractérise le mieux Sylviane. Il y a 10 ans, un accident de la route la prive de l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, elle est notre guide dans ce Paris-Grenoble tout transport, dans le train d'abord. Gros effort pour les handicapés, 160 millions de francs investis depuis 10 ans. Ainsi, pour accéder aux voitures, cette plateforme mobile. À l'intérieur, possibilité d'ôter un siège pour y placer un fauteuil roulant. Un autre fauteuil de transfert est prévu pour circuler.
Autre facilité, des toilettes aménagées avec commande à leur portée. Pour les non-voyants, un guide en braille ou encore une boucle magnétique pour les sourds. Des mesures qui seront étendues à près de 60 gares d'ici 10 ans. Nous avons actuellement 1000 voitures aménagées spécialement pour les handicapés et notamment les 600 voitures première classe Corail sont toutes aménagées pour les handicapés. Nous avons aussi 900 voitures de banlieue qui sont aménagées. Shopping à Grenoble avec une amie. Si les boutiques ne sont pas toujours conçues pour un fauteuil roulant, le tramway, lui, a été prévu pour un accès sans problème. Ce bouton commande la sortie d'une plateforme mobile. Le fait d'actionner comme ça, voilà. Le chauffeur est prévenu. Le chauffeur est prévenu qu'il y a une personne handicapée. Ce mode de transport est tout jeune, il est vrai. 18 mois à peine. Et sa mise au point a entraîné un supplément de 36 millions de francs. Retour à Paris par la voie des airs. Quand il n'y a pas de couloir d'accès direct, Air Inter mobilise 2 pompiers pour transporter les handicapés qui retrouvent toujours la même place, celle-ci près du hublot et des toilettes. Côté tarif, dès le mois prochain, réduction de 25 à 40% pour eux et l'accompagnateur. Avant, seul un membre de la famille y avait droit. Fini le voyage, l'heure des bilans. J'ai noté l'avion, parce que l'avion, vous êtes pris en charge complètement, de A jusqu'à Z. Vous n'avez pas besoin d'une tierce personne, parce que même si vous l'emmenez, elle ne vous sert à rien. Il n'y a pas de problème, l'avion, c'est vraiment le numéro 1. En numéro 2, je mettrai le tramway, c'est pareil, c'est vraiment... on est vraiment indépendant, on n'a vraiment besoin de personne non plus. C'est vraiment génial, ce qu'ils ont fait à Grenoble, c'est vraiment extraordinaire. Bon, en 3, le train. Mais alors le train, ça demande quand même une tierce personne. Retour en taxi aménagé, mais seulement 4 voitures de ce type en région parisienne et au départ au compteur déjà entre 40 et 50 francs. Mais Sylviane est conquise, dans quelques semaines, elle partira seule aux États-Unis. Demain au Conseil des ministres, un sujet très important consacré à la fonction publique. Michel Rocard veut donner une solennité particulière à cette journée qui mettra en chantier le renouveau du service public. Aujourd'hui à Paris, il y avait des perturbations à la RATP. Les syndicats avaient en effet lancé un appel à la grève. Ils voulaient protester contre le viol dimanche dernier de l'une de leurs collègues. Une agression sexuelle qui avait eu lieu alors que la jeune femme se rendait à son travail. Enfin, les prisons, là, rien de nouveau, situation toujours bloquée. Syndicats et direction campent sur leur position. À l'instant, on m'indique que FO n'accepte pas ce qu'elle appelle un ultimatum du ministère et la CGT n'ira pas discuter seule. Le prochain rendez-vous syndical reste pour l'instant les manifestations de jeudi, les manifestations des Tuileries au ministère, place Vendôme. Isaac Shamir, le Premier ministre israélien, est à Paris. 3 jours de visite officielle avec un premier entretien demain avec François Mitterrand. Au moment où les choses bougent au Proche-Orient. Michel Monponté. Un gros nuage planait décidément ce matin lors de l'arrivée de M. Shamir à Paris. Ce nuage, c'est bien sûr l'intention qu'aurait François Mitterrand de rencontrer Yasser Arafat. Yitzhak Shamir vient ici tout d'abord rappeler son credo. Il est simple et invariable. L'OLP ne peut en aucun cas participer à des négociations de paix. Recevoir ici Arafat serait fragiliser considérablement Israël. François Mitterrand tentera sûrement, lui, dès demain, lors de leur entrevue, d'infléchir cette position. Pour le chef de l'État français, désormais, et ce depuis le sommet d'Alger, l'OLP semble incontournable dans toute approche de paix au Moyen-Orient. Pour Yitzhak Shamir, il faudra donc convaincre à tout prix les interlocuteurs français, convaincre que son plan de paix sans l'OLP est bien le seul envisageable. Dans un mois, Shamir sera à Washington, mais dans une position tout aussi inconfortable. En effet, à Tunis, Shamir ne l'ignore pas, Palestiniens et Américains se rencontrent désormais régulièrement. Et pendant ce temps-là, je le disais à l'instant, c'est vrai que ça bouge au Proche-Orient. Pierre Serra, il se passe beaucoup de choses. Bien oui, d'abord il faut rappeler que justement il y a l'amorce du dialogue entre les Palestiniens et les Américains, et puis qu'il y a eu la relative reconnaissance d'Israël par les Palestiniens en novembre à Alger, et puis aujourd'hui le pas le plus spectaculaire de ce mouvement,
c'est la visite de M. Shevardnadze au Caire. Cette visite est très importante parce qu'elle marque d'abord le retour des soviétiques dans les arcanes du conflit moyen-oriental dont ils étaient pratiquement absents depuis la guerre 73. Ça, c'est une première chose, et c'est ça qu'ils veulent faire, si vous voulez être là, être présents. Mais les soviétiques, qu'est-ce qu'ils veulent finalement, en dehors d'être présents? Eh bien, ils veulent finalement participer au règlement du conflit, c'est-à-dire qu'ils veulent d'abord, c'est pour cela qu'il y a eu aujourd'hui au Caire une rencontre en plus entre Moshe Arens, le ministre israélien des Affaires étrangères, et son homologue soviétique Shevardnadze, parce qu'il faut parvenir à convaincre les Israéliens qu'ils doivent accepter le projet de conférence internationale, lequel les soviétiques tiennent d'autant plus qu'ils en seront un des partis, puisque tous les membres du Conseil de sécurité animeront cette conférence. Alors j'imagine bien sûr que les soviétiques possèdent des arguments pour parvenir à leur fin. D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord une grande puissance et qu'on ne peut pas négliger éternellement ses avis et ses positions. Et puis ensuite, je crois qu'il faut le dire aussi, les Arabes l'affirment en tout cas, qui ont tout misé pendant des années sur les États-Unis, se rendent compte que peut-être il faudrait un peu rééquilibrer, enfin rétablir un certain équilibre. Et puis vis-à-vis d'Israël, il y a aussi des choses qui comptent. Il y a en Israël beaucoup de Juifs qui sont originaires de l'Union soviétique, mais il en reste là-bas, en Union soviétique, près de 3 millions, dont beaucoup aspirent à émigrer. C'est M. Gorbatchev qui en tient la clé. Et il y a matière à discussion. Merci Pierre. L'affaire Roujdi, toujours le bras de fer entre l'Iran et les pays occidentaux. Alors côté occidental, George Bush, le président américain, qui a accordé son ferme soutien aux Européens. Et puis le Parlement européen, d'autre part, qui a invité lui Roujdi, l'écrivain menacé de mort. En revanche, côté iranien, plus que jamais, les menaces de mort sont réaffirmées contre l'auteur des versets sataniques. Et le Premier ministre, M. Moussavi, a même dit que punir celui qui a comploté contre 1 milliard de musulmans, le punir n'avait rien à voir avec la liberté d'expression, comprenne qui pourra. Et l'Iran réplique en rappelant tous ses ambassadeurs dans la communauté. Patricia Coste. L'Odjatul Eslam Karoubi, devant son micro au bout de l'estrade, figure des radicaux, a été rejoint aujourd'hui dans ses diatribes par les pragmatiques du régime. Tous unis, pour la première fois depuis le début de l'affaire Roujdi, face à la décision des pays européens de rappeler leur chef de mission. Tous unis pour dénoncer ce qu'ils interprètent comme un complot de l'étranger contre leur pays, thème extrêmement mobilisateur en Iran. Mais la décision de Téhéran de rappeler à son tour ses ambassadeurs en poste en Europe est considérée comme une réaction modérée, une simple mesure de réciprocité. Pas d'escalade pour l'instant. En revanche, un déplacement à l'étranger très remarqué, celui du président de la République, Khamenei, en Yougoslavie. Première étape d'une tournée dans les pays de l'Est. Un voyage prévu de longue date, mais pas annulé celui-ci, bien que la Yougoslavie ait publié hier des extraits des versets sataniques dans un quotidien. Publication interrompue, il est vrai, aujourd'hui. En face, à propos de cette affaire, toujours cette réaction de Monseigneur de Courtrai, l'archevêque de Lyon, président de la conférence des évêques de France. Eh bien, Monseigneur de Courtrai fait le rapprochement avec l'affaire de la dernière tentation du Christ. Une fois encore, dit-il, des croyants sont offensés dans leur foi. En Tchécoslovaquie, l'écrivain Václav Havel a été condamné à 9 mois de prison. Havel est l'un des militants pour les droits de l'homme. Il est condamné simplement pour avoir voulu célébrer en janvier dernier la mémoire de Jan Palach. Gilles Rabine. 9 mois de prison pour un bouquet de fleurs, celui que Václav Havel et des milliers de manifestants voulaient déposer le 19 janvier dernier, place Venceslas, au cœur de Prague, là où s'était immolé par le feu en 69 l'étudiant Jan Palach, pour protester contre l'écrasement du printemps de Prague par les blindés soviétiques. Vouloir célébrer le 20e anniversaire du sacrifice de Jan Palach reste un délit dans la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui, un délit sévèrement réprimé. Václav Havel, un symbole de la dissidence en Tchécoslovaquie, filmé ici en 87, quand les intellectuels de son pays espéraient encore voir la perestroïka de Gorbatchev arriver jusqu'à Prague. L'œuvre de ce dramaturge est jouée dans le monde entier, sauf dans son pays. Persécuté depuis 40 ans, Václav Havel avait déjà été condamné à 3 ans de prison en 79 pour avoir contribué à créer la charte 77, le mouvement le plus en pointe de la dissidence tchèque. Ce durcissement des autorités, l'homme du printemps de Prague, Alexandre Dubček, l'avait prévu dans l'interview exclusive qu'il nous avait accordée le 9 décembre dernier. La perestroïka, c'est exactement nos grandes idées de 68. Ici, à l'époque, ces idées étaient qualifiées d'antisocialistes. Alors n'attendez pas des dirigeants tchèques qu'ils appliquent aujourd'hui des idées qu'ils ont condamnées il y a 20 ans. 9 mois de prison pour Václav Havel, ce procès politique et cette nouvelle condamnation constituent un aveu d'échec pour une équipe en bout de course au pouvoir depuis 68.
Et sans tarder, d'autres informations de l'actualité internationale avec Éric Perrin. Fin des consultations officieuses sur le Cambodge. Les négociations qui se tenaient à Jakarta en Indonésie n'ont pas abouti, les 4 factions cambodgiennes n'ayant pu trouver un accord complet. Les forces en présence se sont finalement donné une période de 4 mois pour tenter de surmonter leurs divergences. Ouverture d'une enquête judiciaire sur les activités du directeur d'Imausen Chimie. Cette firme ouest-allemande, déjà soupçonnée d'avoir participé à la construction de l'usine chimique libyenne de Rapta, est désormais impliquée dans un trafic de stupéfiants. Imausen envisage de changer de directeur, comme le réclament les salariés de la société. Témoignage accablant contre le pirate de l'air libanais Mohamed Hariri, jugé actuellement en Suisse. Aujourd'hui, un membre de l'équipage présent lors du détournement du DC-10 d'Air Afrique a affirmé avoir vu Hariri tuer de sang-froid le passager français Xavier Beaulieu. Le représentant du ministère fédéral a requis la réclusion à perpétuité contre le pirate de l'air, verdict vendredi. Le procès de la mafia, il s'ouvre demain, un nouveau procès des têtes de la mafia. Souvenez-vous, le maxi-procès avait eu lieu d'abord le 16 septembre 87 dans le palais Bunker de Palerme. Alors quelle est la situation 14 mois après? Un constat d'amertume, vous allez le voir. Marcel Tria. C'est lui qui aurait dû présider le procès en appel qui va s'ouvrir à Palerme. Il s'appelait Antonino Saetta. Il a été assassiné avec son fils en octobre dernier. Dans les rues de Canicattì, son village natal, le salut du peuple anti-mafia au courage d'un juge honnête, mais aussi peut-être l'adieu à l'espoir de vaincre la mafia. Le 16 décembre 1987, pourtant, la lecture interminable du verdict du fameux maxi-procès ressemblait à un chant de victoire. 342 condamnations, dont 19 à perpétuité. 14 mois plus tard, il en reste à peine une centaine en prison. La plupart ont été libérés pour de dérisoires retards de procédure. D'autres coulent des jours tranquilles à l'hôpital de Palerme ou à domicile, grâce à un étrange virus, heureusement moins meurtrier que les mitraillettes de leurs tueurs à gages. En fait, c'est l'Italie elle-même qui ne semble toujours pas décidée à utiliser les grands moyens pour se débarrasser vraiment du cancer qui la ronge, la mafia. Quelques récompenses dans le cinéma. En France tout d'abord, le prix Jean Gabin qui a été décerné tout à l'heure à Vincent Lindon. Et puis le prix Romy Schneider qui lui a été attribué à Mathilda May. Il s'agit des 2 récompenses les plus cotées pour les jeunes comédiens. Récompense à Berlin ensuite avec le palmarès du festival. Alors Ours d'or pour Rain Man, c'est un film américain. Les meilleurs acteurs, ce sont un film américain qui va sortir très bientôt en France. Puis les meilleurs acteurs, ce sont Isabelle Adjani et Gene Hackman. Avec une mention spéciale pour un grand réalisateur français, Jacques Rivette pour son film La Bande des Quatre. Nicole Cornu-Langlois. Isabelle Adjani, Camille Claudel, 2 noms désormais inséparables, tant l'une s'est imprégnée de l'autre. Et l'actrice productrice de ce film superbe a réhabilité la femme sculpteur, la femme aimant jusqu'à la folie, condamnée par l'égoïsme de son entourage à ne plus utiliser ses mains talentueuses. Prix d'interprétation féminine à Berlin, Isabelle Adjani est nommée pour le César de la meilleure actrice. Bouleversant aussi, le film de Barry Levinson, Rain Man. Ours d'or à Berlin est nommé 8 fois pour les Oscars à Hollywood. Histoire de 2 frères, l'un Dustin Hoffman est un autiste savant, éternel enfant replié sur lui-même, mais doué de facultés intellectuelles géniales. L'autre, Tom Cruise, est un affairiste fébrile qui prend le temps de retrouver et de sauver son frère, son compagnon de jeu, Rain Man. Un chef-d'œuvre. Voilà, c'est avec Rain Man que nous terminerons aujourd'hui ce journal. La météo tout de suite avec José Blanc-Lapierre qui aura des prévisions d'autant plus soignées que la météo nationale n'est plus en grève. Ce soir, le dernier journal, ce sera Henri Sagnier vers 23h30 après les dossiers de l'écran présentés par Paul Amar. Bonne soirée sur Antenne 2, à demain soir, 20h.